Comment mieux démarrer l'année 2023 que par un best-of de ce qui a été dit en 2022? Dans ce format, tu vas entendre les meilleures pépites des entretiens de 2022 ou alors des choses que j'ai pu partager moi aussi. Comme ça, si tu as loupé certaines choses, mais tu vas en avoir un condensé dans cet épisode. Allez, c'est parti, let's go. Moi, je l'ai au téléphone dans ma façon de faire, c'est que j'appelle les agents immobiliers à peu près une fois par mois pour les relancer sur mes recherches. Et donc il fait partie de la liste des gens que j'appelle parce que j'ai un bon contact avec lui. Et ce jour-là, quand je l'appelle, je lui dis mais t'as pas un truc? Il me dit ah putain j'ai un truc, mais franchement je suis pas sûr que ce soit pour toi. Tu vois, on vient tout juste de le rentrer, il est pas encore commercialisé. Mais je te dis la vérité, c'est un peu bancal. Même la vendeuse, elle est un peu, c'est pas facile quoi, c'est compliqué. Ça tombe bien, c'est ce que je recherche. Généralement les trucs compliqués, c'est ce qui nous intéresse. En, en immobilier, on fait pas de belles choses avec des appartements tout neufs, déjà rénovés, clés en main. Enfin, ça va certainement s'adresser à un certain type de clientèle, mais moi, ce que je recherche, c'est ce que j'aime bien dire. Moi, j'adore les verrues. Parce que moi, une verrue, une bonne verrue, un bien que personne ne veut acheter, généralement, c'est un bien pour lequel on va réussir à trouver du potentiel. Enfin, on fait difficilement mieux qu'un avion de chasse. Donc, autant prendre un truc dégueulasse et le rénover. Et donc, je me suis renseignée sur le métier de chasseur immobilier. Ouais. Et en fait, là, l'objectif, c'est un peu ce que je faisais, mais à demi-mot et de manière assez ponctuelle et en retrait. Mais j'avais un petit peu ce rôle-là auprès de mon entourage qui me disait, tiens, ah non, putain, t'as acheté, qu'est-ce que t'as fait? L'opération que t'as faite était plutôt sympa. Comment t'as fait? Qu'est-ce qu'il faut regarder quand t'achètes, etc., etc. Et les Je me copains suis qui dit, t'envoient des annonces pour que tu leur valides ou ouais, pas. exactement. Mais ça, t'en penses quoi, etc., etc. Et en fait, moi, j'adore faire ça. Enfin, moi, Bien quand j'ai sûr. un projet IMO, en fait, c'est quand tu pars en voyage, tu sais, moi, je suis capable de passer des heures à organiser mon voyage. Et quand je cherche un bien, je suis capable de passer des heures. Et ça me gêne pas et j'adore ça. Trouver le bien, gérer la partie travaux, la partie mise en location, la déco. C'est que des trucs où, en fait, tu sais, on dit, quand tu t'as trouvé ton boulot, c'est parce que pour toi, c'est pas du boulot, en vrai. Donc, va y avoir des biens pas trop chers sur le marché. Il y en a déjà. Donc, faut être curieux. Et j'ai envie de te dire, faut avoir un minimum de coronesses, quoi. Là, aujourd'hui, si t'es un gars avec un petit peu de coronesses, bah, ou une nana d'ailleurs, eh ben, tu vas pousser à la porte des agences et tu leur dis clairement ce que tu veux. Tu leur dis, bonjour, je viens vous voir parce que je veux acheter des passoires énergétiques. Voilà, donc évidemment, pendant 5 secondes, ils vont te trouver fou. Puis après, ils vont comprendre, ils vont se dire, mais oui, mais il est pas bête parce que s'il peut financer les travaux, eh ben, il va l'avoir pas cher son bien. Et les propriétaires qui sont vendeurs, eux, ils seront plus à même d'écouter la négociation et d'être peut-être plus conciliants sur la négociation qu'un bien qui est déjà très bien isolé. C'est exactement ça. Et en fait, si tu veux, c'est ce que je dis tout le temps, en fait. Les gens, souvent, ils me disent, mais pourquoi t'es allé acheter ça en zone rurale, à ce prix-là, etc. Je leur dis, moi, tu sais, si je pouvais acheter dans le centre-ville de Paris et avoir 15% de rendement et du cash flow, je le ferais, hein. Donc, moi, je suis comme tout le monde, hein. Donc voilà, c'est juste que aujourd'hui, quand tu te lances et tu l'as bien résumé, moi, j'ai commencé sur des villes qui étaient de 1000, 2000, 3000 habitants, des villages. Aujourd'hui, je travaille plus sur des villes aux alentours des 15, 20 000 habitants parce que j'ai, comme tu dis, un réseau, etc. Et donc, je travaille un peu différemment et j'évolue. Et après, moi, je suis en Bretagne, donc la ville de Vannes, la ville de Nantes. Ouais. Je commence à réfléchir sur des projets comme ça. Mais quand tu te lances au départ, il y a déjà tellement de monde sur le marché que si t'as pas déjà fait un peu ton trou, t'as pas gagné en notoriété aussi. C'est aussi pour ça que je cherche un peu à gagner en notoriété. C'est difficile d'être positionné sur des marchés comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là au début sur des biens qui sont des stratégies spécifiques, mais qui permettent de générer du cash flow, montrer à la banque que tu sais gagner de l'argent et scaler ensuite. Bah, je te remercie de remettre un petit peu de contexte là-dedans. Je trouve que c'est vrai à peu près toutes les régions de France. Il y a les grandes villes qui attirent un flux d'investisseurs important et une liquidité de marché importante. Et on se rend compte que depuis le Covid, peut-être que ça existait déjà avant, mais en tout cas depuis le Covid, il y a une liquidité de marché qui s'est transférée dans les villes moyennes et petites. Et donc moi, il n'y a pas de secret, aujourd'hui j'évolue sur l'Occitanie de manière générale. Et les villes que je conseille aux personnes que je peux accompagner, ou en tout cas guider du peu que j'en suis capable, ben, c'est de leur dire, si vous n'avez pas les moyens de lever de la dette, allez sur des villes qui sont entre 7 et 20 000 habitants. Je vous assure que enfin, la demande locative, il y en a partout. Surtout quand, encore une fois, les gens sont capables de prendre leur voiture et faire une demi-heure, trois quarts d'heure de route pour aller bosser dans la ville où là, il y a des industries et il y a du boulot. Donc, non, c'est effectivement la bonne stratégie. Ouais,
Je suis complètement aligné là-dessus. Et en effet, tu l'as dit. Après, moi, j'ai commencé avant Covid, donc la stratégie immobilière, elle était déjà définie hors Covid. Mais c'est une externalité positive. C'est ça. Alors, ça a été négatif pour plein de choses, mais en tout cas pour, je dirais nous, investisseurs de la zone rurale, ça a été en effet bénéfique. Ça faisait pas partie de la stratégie. En effet, ça m'a permis aussi de valoriser des biens d'une valeur supérieure puisque on a eu cet effet Covid. Et en particulier sur la Bretagne, puisque c'est une région qui attire beaucoup. Mais en tout cas, c'était pas la stratégie cherchée au départ. C'était plus la Ouais. rentabilité pour générer du cash et ensuite avancer. 147. 147. Du coup, ouais, 147 000 euros, 440 très exactement, le montant du crédit. Ouh. Ok. Et cet appartement-là, aujourd'hui, nous dégage net, une fois qu'on a payé le crédit, les charges de copropriété, parce que c'est dans un immeuble forcément, donc du coup il y a des charges de copropriété. On fournit tout aux locataires, donc l'électricité, internet, l'eau, Ouais. etc. Ils n'ont rien à payer en plus, Bien c'est sûr. tout compris. Chaque mois, il nous reste de cash flow, donc c'est de l'argent net qui arrive dans notre poche, entre 900 et 1000 euros. Que demander de plus? Que demander de plus? Franchement, c'est génial. Donc, vous avez une mensualité de crédit de combien là-dessus? On a 540 euros par mois. Ouais. Et en sachant qu'on avait demandé, quand on l'a acheté, quand on a négocié le crédit, ce qu'on demande toujours, c'est d'avoir un différé de remboursement. Bien sûr. Donc on demande à la banque de nous laisser, donc en général, ils acceptent 24 mois. Certaines banques acceptent 36 mois, mais la plupart, c'est 24 mois. On a payé du coup pendant 24 mois que les intérêts intercalaires. Ouais. Donc c'est-à-dire que pendant les 24 premiers mois, on remboursait, je crois, 200 ou 300 euros de mensualité. Donc je vous laisse faire le calcul au niveau de la rentabilité. C'est beau. J'étais en train de faire le calcul vite fait. En fait, ouais, vous avez immobilisé 30 000 euros. Ouais. Et vous vous êtes créé une rente nette d'impôts de un peu plus de 900 euros par mois. C'est ça, oui, Bon, ça valait le coup de les immobiliser, ces 30 000 euros. bien sûr. Eh ben, ils se disent qu'il vaut mieux avoir, c'est simple, entre 10 et 20 clients récurrents que d'avoir 100 clients qui t'appellent de temps en temps, tu vois. Aujourd'hui, si tu es investisseur locatif et que tu cherches à te construire un patrimoine plus ou moins important, peu importe l'échelle, bah, tu sais très bien que tu vas essayer de faire tout le temps appel aux mêmes artisans. Moi, j'en suis à l'étape, au moment où je te parle, là, j'en suis à l'étape où je ne vais plus chercher de nouveaux artisans. Je travaille quasiment tout le temps avec les mêmes, et le fait de travailler avec eux tout le temps, et de leur donner de l'argent de manière récurrente, eh ben, ça fait que tu passes un petit peu en priorité et que tu as des devis peut-être un petit peu plus cohérents avec ce que tu recherches. Donc le point 3, c'était avoir des artisans qui travaillent avec des investisseurs. Le point 4, c'est mon point préféré, attention, ouvre grand tes oreilles, ça s'appelle le rayage de ligne. Et alors là, attention, je suis devenu un expert en rayage de ligne, donc c'est devenu ma spécialité. Le rayage de ligne, ça consiste à quoi? Ça, c'est le moment où tu reçois tes devis, où tu fais ta comparaison, et ça sert à rien de analyser des devis tant que tu les as pas tous reçus. Donc évidemment, quand tu fais passer des artisans, tu les mets en concurrence, ça coule de source. Donc minimum 3 ou 4 entreprises, de manière à lisser une moyenne des prix et à tirer les prix vers le bas. Après, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut l'assassiner l'artisan non plus. Hein. Je suis pas, si tu es artisan et que tu écoutes ce podcast, il faut pas que tu crois que je suis en train de vous tirer dessus. C'est pas du tout le cas. Je sais très bien que c'est un métier qui peut être difficile, mais par contre, je suis persuadé qu'en travaillant en bonne intelligence, un artisan, il va préférer avoir de la régularité que d'avoir des devis salés en one shot. Donc, le rayage de ligne, ça consiste à quoi? Je reviens à mon point numéro 4. Le rayage de ligne, ça consiste à, une fois que tu as tous tes devis, tu les sors ou tu te mets sur l'ordi, peu importe, tu m'étales tout ça sur la table, et là tu regardes ce que tu veux garder et ce que tu veux pas garder du devis. Souvent ils vont te mettre des trucs comme détapissage ou je sais pas moi, enlever du carrelage, retirer les radiateurs, enfin tous les travaux en fait où ça ne nécessite pas de compétences. Moi j'ai une devise, c'est 0 compétence, 0 euros. En conclusion, on peut dire que il faut accepter d'avoir une méthodologie en fait et se donner du temps pour ça. Donc c'est ça, hein, gagner de l'argent sur un chantier, gagner de l'argent sur un projet immobilier. À mon avis, il faut s'accorder du temps si tu en as l'opportunité. En tout cas, je pense que pour les premiers investissements, c'est important. Plus tard, avec l'effet boule de neige, tu vas être mieux finançable
suivant tes montages, après il y a des techniques, mais ça c'est pas le sujet du jour, tu vas pouvoir plus déléguer et surtout c'est plus simple de faire moins d'erreurs quand tu es mieux financé et quand tu as l'expérience. Parce qu'on te la fait pas deux fois, quoi. On t'arnaque pas trop sur les devis. Ça commence à combien on peut investir dans les parkings? Moins de 10 000. Moins de 10 000. Moins de 10 000, tu as une Tu te place. rends compte, ça existe nulle part, ça. Bah oui. Bah, c'est le meilleur, c'est une des choses les plus abordables en termes d'immobilier, quoi. Avec les Même un cas, étudiant, il peut-être, pourrait mais, peut-être, avec un mais peu moi, je l'ai d'économie. fait, j'étais en alternance. Ah ouais. J'étais encore, voilà, j'ai gagné très peu. Un étudiant peut le faire. Et comme tu disais, en fait, c'est une question d'affinité. Moi, par exemple, tu vois, les travaux, etc., ça me dirait, alors je trouve ça super, des beaux travaux, etc. Mais si vous avez l'affinité des travaux, bah, peut-être que vous n'irez pas là-dessus. Mais si vous avez une phobie, il y en a qui ont des phobies des travaux, ça leur fait peur et tout, bah, le parking, c'est un avantage parce que les seuls travaux que vous aurez à faire, c'est aller chez Castorama, acheter un rouleau de peinture. Ça va vous coûter 30 € une fois tous les 5 ans. Ouais, ça va. Pour refaire le marquage, tu veux dire? Pour refaire le marquage. Un petit rouleau, un petit pot de peinture, hop, ça vous prend un quart d'heure, vous laissez sécher, c'est tout, ça va. Et encore, si vous avez envie de le faire, sinon vous allez sur le bon coin, vous prenez un auto-entrepreneur et puis. Ouais, complètement. Alexandre, c'est quoi le move 20-80 que tu fais par rapport à ton business d'investisseur dans les parkings? Il y a un truc qui est très 20-80, généralement on a ça chez tous les investisseurs. C'est quoi ce truc? Tu veux dire dans quelle partie Ouais, ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être au moment de la recherche ou au moment de la mise en location ou dans la communication avec tes locataires. Tiens, pourquoi pas? Je sais pas. Ah, si tu veux, Pour optimiser. pour optimiser, il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est que je mets en relation le locataire. Alors, c'est un parking, donc il n'y a pas besoin d'état des lieux. Ça, c'est un avantage aussi, Ah, hein. très bon point. Ah oui, très important. Donc, moi, vu qu'il n'y a pas besoin d'état des lieux, tu vois, pour checker si c'est un meublé, s'il y a bien le nom de cuillère, d'assiette ou quoi. Quand j'ai un locataire qui s'en va, je le mets en relation avec le locataire sortant. En fait, je mets une liste d'attente en place. Mais non. Je laisse les annonces. Donc je Ouais, mets mais les attentes, Paris. donc je prends une liste d'attente. Tu peux le faire dans d'autres grandes villes aussi. Dans d'autres grandes villes, il y a. Ouais, dans d'autres grandes villes, bien sûr. Il y a beaucoup de demandes dans plein de villes. Ok. Tu mets une liste d'attente, même si tu as 2-3 personnes, c'est pas grave. Si tu n'as pas de liste d'attente, bah, tu republies l'annonce, c'est pas très grave. Ouais. Et en gros, quand tu as le mois de préavis, moi j'ai un mois de préavis sur mes baux. Quand j'ai un mois de préavis, je me dépêche de trouver un locataire dans ce mois. Et quand j'ai trouvé le locataire, je dis au locataire sortant qui part, bah, mettez-vous en relation, remettez la clé au nouveau locataire. Du coup, le nouveau locataire va sur place dans le parking, voit la place, il lui montre, si tu me demandes gentiment, ça se fait à 90%, il montre la place, il leur met le bip, et moi, en amont, j'ai envoyé par mail le bail de location, mon RIB, et j'ai même pas besoin de me déplacer. Tu prends une caution? Souvent, je fais ça. Je prends une caution, 50 €. Et puis il y a quand même un truc en France qui est, comment dire, on a ce tabou de l'argent. Donc forcément le propriétaire c'est qui? Le propriétaire c'est Picsou dans l'imaginaire du locataire. Pour la plupart, le propriétaire c'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui a réussi, c'est celui qui a peut-être eu un héritage. Alors que non, la plupart, ce n'est pas le cas. Ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui sont propriétaires et qui ont beaucoup d'argent avant d'être propriétaires, c'est une minorité. Ça, c'est vraiment une croyance fausse, puisque la plupart des propriétaires immobiliers et des propriétaires terriens, ce sont des gens qui utilisent le levier immobilier / bancaire pour se créer une richesse, pour se créer du patrimoine. Donc c'est pas l'inverse. Ben c'est ça, ouais, qui se reconnaît pas dans ton profil, mais plus dans le mien. C'est-à-dire pour moi, mon profil, c'est qu'il sait, c'est une personne qui a conscience à quel point l'immobilier est super puissant dans une volonté d'enrichissement et une volonté d'indépendance financière. Ouais. Cependant, malgré cette connaissance, malgré cette prise de conscience de OK, l'immobilier c'est carré, c'est béton, n'a pas les compétences et l'envie de s'y intéresser, c'est-à-dire de, comme on l'a dit, c'est-à-dire si on découpe tout, voilà, recherche de biens, négociation, notaire, loi, il faut s'y connaître en loi, travaux, ensuite trouver le locataire, délégation, donc là, il y a vraiment énormément d'étapes, et comme je l'ai dit, dans toutes ces étapes, il y a une partie négociation et relations humaines très importantes, donc moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait, mais j'avais cette conscience de, ok, l'immobilier, c'est lourd, voilà, c'est lourd, c'est léger, c'est professionnel, tu vois, dans une optique indépendance financière, délégation, et pour moi, indépendance financière, comme j'aime bien le dire, c'est comment tu gagnes un maximum de blé tout en te touchant les noix, tu vois. Et quoi de mieux que l'immobilier, quoi de mieux que l'immobilier, une fois que tu as délégué ça à une gestionnaire immobilière ou une agence qui te met un locataire et gère les problèmes quand il y a un chiotte qui est cassé ou qui est bouché,
quoi de mieux que ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est délégué, ok que tu le payes en rentabilité, et je vais l'expliquer dans un instant comment moi j'ai fait. Une fois que ça c'est fait, voilà, plier boutique, tu reçois tes loyers et tu te touches au calmito, comme je le dis, comme je le dis souvent, voilà, pina colada à Copacabana, tu vois. Déjà, je pense que ça dépend du standing de l'appartement et de à qui on veut louer et voilà quelle est la cible en fait des locataires. Alors après moi pour de l'investissement locatif, je privilégierais plutôt des matériaux qui sont assez solides et surtout solides et résistants en fait à l'usage. Et surtout que voilà, les locataires ils sont peut-être pas aussi minutieux que quand on est propriétaire, donc il faut que ça soit quand même voilà, il faut pas investir dans des par exemple, je pense sur un plan de travail, investir dans de la pierre, c'est risqué. Ah oui. C'est très beau, la pierre c'est très beau, mais c'est très cher et Mais c'est plus le fragile, risque, du coup oui, il peut y avoir alors, non, la pierre c'est dur, c'est solide, mais par contre, il peut y avoir enfin, il faut en prendre soin quand même. Voilà, ça peut être un élément qui est poreux, donc il peut y avoir des taches d'huile, il faut faire attention. Un propriétaire qui va mettre une certaine somme dans un plan de travail en pierre, il sera peut-être prêt à voilà, il va le bichonner, peut-être qu'un locataire, peut-être un peu moins, mais il y a certainement des locataires qui sont très, très respectueux. Bien sûr. Et après, en termes de, voilà, les matériaux, par exemple, alors, je sais que le vinyle, c'est souvent quelque chose qui a mauvaise presse. Ça fait un peu effet plastique, alors que, en fait, mais moi j'avais aussi cette appréhension-là avant de travailler dans la décoration. Maintenant, ils font des vinyles qui sont vraiment, on s'y tromperait en fait, parce que vraiment ils sont de très bonne qualité. Alors après, c'est toujours pareil. Par contre, le vinyle, c'est un matériau qui est très résistant à l'usage, aux rayures, etc. Mais par contre, pour avoir effectivement un effet de qualité, il faut y mettre le prix. Si on prend un vinyle de premier prix, ça va être du rouleau et ça va pas être esthétique. Mais les lames, toi, tu veux dire plutôt les vinyles façon lame que l'on clipse? Oui, voilà, il y a des vinyles par exemple qui se clipsent comme du parquet stratifié, même titre que du parquet stratifié. Mais par contre, voilà, c'est aussi cher que du carrelage et aussi cher que du parquet stratifié. Mais par contre, en termes de résistance, c'est. Donc ça serait quoi le prix au mètre carré posé recommandé pour un bon vinyle de qualité sans trop se ruiner? Alors un vinyle, sans parler de pose, un bon vinyle c'est entre au moins 40 € le mètre carré. Ok, donc, hors pose. Voilà, entre 40 et 50. Et après pour la pose, ça dépend de l'artisan, mais en général il faut compter au moins 50 € le mètre carré. En général, voilà, la pose est aussi chère que le coût du matériel. Mais bon, après c'est vrai que si c'est un matériau qui dure dans le temps, ça vaut le coup, quoi. Oui, alors moi je suis assez fan de mettre, en tout cas, d'investir plutôt dans les matériaux, enfin mettre de l'argent plutôt dans les matériaux plutôt que dans la décoration. Alors, c'est peut-être un peu ambivalent parce que je suis décoratrice, mais finalement en fait avoir des matériaux de qualité, c'est ça qui fait en fait le charme de la maison, parce que on peut avoir des très beaux tableaux, des beaux miroirs, mais si le sol par exemple il est désuet, on n'aura jamais un intérieur qui est très très harmonieux. Alors que si on investit sur un sol, voilà, on peut investir sur un sol et après finalement le reste, ça reste que des petites touches déco dans lesquelles on peut miser maintenant ou plus tard. Je me suis dit je vais m'acheter une résidence secondaire parce que mon père avait une résidence secondaire avant à la plage, à la mer. On dit plutôt à la mer. À la mer en Normandie et on y allait. C'est ce que j'allais dire. Du coup, si tu dis la mer, c'est forcément là où il fait froid, donc tu veux dire ok. Ouais. J'aurais dit au soleil. Non, en Normandie. Et du coup, avec ma copine, c'était le truc, c'était génial. On a un chien, on allait tous les week-ends là-bas. Magnifique. Il a vendu la maison et on s'est dit mais ça nous manque. Aujourd'hui, mais on kiffe notre vie. Pourquoi? Enfin, on s'en fout. Est-ce qu'on s'achèterait pas une résidence secondaire? On n'avait pas de résidence principale, on s'est dit, allez, résidence secondaire. Donc du coup, on a regardé là-bas et on a acheté une petite maison au bord de la mer. Mais ce qui est pas mal, ça fait envie, c'est que du coup, la maison, on avait fait les calculs, en fait, elle est autofinancée. C'est-à-dire qu'en y allant 2 semaines en août et puis tous les mois, 1 ou 2 week-ends, elle est gratuite la maison. Parce que le reste du temps, elle est louée en location saisonnière. J'adore la location saisonnière. Elle est louée en location saisonnière. Donc du coup, elle est louée toute l'année en location saisonnière.
ça Ouais. paye le prêt, les charges, enfin, elle est totalement autofinancée. Ça Même te mon paye la souci, taxe en fait, foncière aussi? ouais, en fait, ça me paye même, ça me paye même, tu sais, les boîtiers péages là, pour aller en Normandie, on a des péages. Ça Ah me paye les oui, péages et puis Ulysse. ça me paye. Voilà, Ulysse est branché sur la location saisonnière. Ulysse, si vous m'entendez, envoyez-moi un pass gratuit. Merci. Ça coûte 1 euro. Mais du coup, ça me paye le péage, ça me paye les réparations de la voiture. En fait, je le vois comme ça. Enfin, et puis même c'est pas un investissement locatif, c'est-à-dire qu'on se dit bah tiens, ce week-end on n'y va pas, on le loue, ça nous fait 400 balles, on s'achète une plancha avec, tu vois. C'est vraiment c'est vraiment un C'est trop différent de bien, l'investissement locatif, j'adore tu ta vois. façon de voir. J'adore. C'est C'est- trop bien. Ah, tu peux regarder ton calendrier Airbnb et te dire, oh, 450 euros. Tiens, qu'est-ce qui nous manque dans la cuisine là? Il nous manquerait pas Ouais, un mais c'est robot ça. Magimix qui fait Non, mais tout? exactement, c'est ça. C'est ça, exactement. On Mais s'est c'est acheté des génial. planchas, on s'est acheté des conneries. Donc, ah bah tiens, je vais pas y aller cette semaine, et puis avec l'argent, ça fait plaisir. Et tu vois, C'est t'es en ouais, train de c'est faire super un bien, c'est lien, bien. mais c'est super ce que t'as fait d'acheter ça et de le mettre en location saisonnière. Parce que du coup, inconsciemment, t'as fait un lien direct avec ce que tu disais. Je sais pas si on était en train d'enregistrer tout à l'heure, mais tu me disais que t'avais pas changé ton mode de vie malgré Ouais, exactement. Ouais. l'immobilier que tu as pu accumuler et ce cumul de foncier. Euh, mais en fait, en réalité, c'est ça le vrai bonheur Mm, d'un rentier. Tu peux être employé et être rentier, ce n'est pas incompatible. Mais le vrai exactement. bonheur, c'est de pas avoir à dire, ah bah non, ce mois-ci, en fait, je peux pas. Non, je suis désolé. Tu Exactement. sais, Ouais. tu vois, c'est de dire à ta fille, eh ben non, ce mois-ci, on va pas y aller à Disney, ça attendra 20 Ouais, jours. c'est Parce que exactement. Ouais. il n'y a pas ce qu'il faut sur le compte. Et ce genre de truc qui fait relativement mal au cœur, j'imagine, j'ai pas d'enfant, mais je me mets à la place de tous les parents qui ont dû un jour refuser, même pour eux, Ouais. pas besoin d'être parents, se refuser quelque chose parce qu'ils n'avaient pas les moyens, eh ben, sans vouloir drastiquement changer ton mode de vie, t'es pas obligé de t'acheter des lambeaux non plus. Euh, ben, avec cet argent qui rentre, tu peux dire, bah c'est bon, ça compense, ça éponge ce que j'ai Exactement. Ouais. besoin pour améliorer mon quotidien. Magnifique. C'est ça. C'est ça. Et puis t'as la résidence secondaire, et ça c'est vrai que moi je pense tout le temps, je réfléchis tout le temps à 15-20 ans, et tu te dis bah quand t'as des gosses, c'est génial, tu y vas, t'as pas besoin de. Enfin moi ça me fait chier de passer des heures à réserver des trucs en ligne. Et je trouve que ça me coûte très cher, les vacances ça coûte cher. Donc c'est bon, j'avoue j'ai des problèmes. Mais je trouvais que les vacances ça coûtait trop cher, et du coup si j'ai ma résidence secondaire, je paye pas de vacances. Les deux trucs, moi, qui me font dire que c'est pas une ville intéressante, c'est justement le combo entre démographie stable ou en baisse et nombre d'entreprises stables ou en baisse. Quand on Ouais. voit ça, tu te dis, bon, c'est sûrement une ville moyenne qui, à une époque, marchait bien, mais il y a une grosse entreprise qui a dû partir, et puis c'est des villes qui commencent un peu à, voilà, à perdre du dynamisme, à se morfondre un peu, et du coup, ça, c'est pas très bon, parce que du coup, les prix sont attractifs, mais si tu veux revendre dans 10 ans, bah, la courbe aura continué de chuter, et là, ça risque d'être compliqué pour la revente. Et, toi, et si je parle à Thomas l'investisseur en tant que tel, est-ce qu'il a des villes comme ça à nous donner qui l'intéressent plus que d'autres? Moi, j'ai investi Ou pas mal. des régions peut-être. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, moi, j'ai pas de soucis. J'ai investi pas mal dans l'Allier, notamment à Moulins, que je trouve Incroyable. une ville très sympa. Tu connais? Ouais, je connais, ouais. Bah, justement, Moulins, Vichy, c'est des endroits où j'ai pas mal poncé. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça bien. Alors, Vichy, c'est devenu un peu cher. Par contre, Oui. je suis moins fan de Montluçon, même si je connais plein de personnes qui ont des immeubles là-bas et en soi, ça se passe très bien. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de renta. Tu me proposes 37%, j'y vais forcément. Mais en fait, il faut vraiment que j'ai des grosses rentas à Montluçon pour y aller, parce que c'est quand même une ville qui a un dynamisme qui est quand même un peu sur le déclin. Donc, je suis moins fan. Ouais. Moulins, j'aime Clermont, non? beaucoup. Clermont, c'est un peu cher, mais je cherche sur Clermont, C'est ouais. cher. J'ai pas encore trouvé la pépite, mais là, j'ai une petite recherche enregistrée sur Clermont, justement, ouais. Et si je trouve un truc, je pense que j'irai. Donc moi, j'aime bien ce coin-là. En plus, vu que je suis originaire de Lyon, c'est un peu à côté. Clermont, j'ai fait mes études là-bas, justement. Donc je connais un petit peu ce coin. En plus, moi, j'aime bien ces sujets parce que j'ai pas mal bossé en finance. Donc toutes ces histoires de taux et tout, j'ai bossé dans la banque d'ailleurs. Les taux, faut savoir que là, ils augmentent, mais que concrètement, ils sont encore assez bas. Au final, quand on regarde vraiment l'historique des taux immobiliers, je pense qu'il faut que chacun demande à ses parents à combien ils ont emprunté à l'époque pour relativiser un peu. Moi, ma mère, elle avait emprunté à l'époque à 14%, je crois. Donc, c'était un autre monde. Et là, globalement, on est encore assez faible. Ce qu'il faut se dire, c'est que la baisse des prix de l'immobilier, elle n'est pas faite encore. Elle n'est pas faite, même si moi, ma conviction, c'est que les prix vont au moins un petit peu se tasser. Après, ça dépend des géographies et qu'on va avoir quelques petites baisses quelque part. Pour le moment, on n'en est pas sûr. Donc, il faut faire attention aussi avec cette histoire de j'attends avant d'acheter parce que je pense que ça va baisser. Et le principe de l'immobilier, ça reste quand même le levier. Et du coup,
faut garder Mhm. en tête qu'à partir du moment où on arrive à faire des projets dont le rendement final, donc net d'impôt, est supérieur au coût du levier, c'est-à-dire le taux du crédit immobilier, ça reste intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux sont peut-être à 2,5, même si demain ils sont à 3. Si on arrive à faire un investissement à 5%, eh ben on fait quand même 2% de marge sur tout le montant qu'on a emprunté. Et donc, ça reste intéressant. Donc, moi, je pense qu'il faut pas trop s'embêter à attendre. Euh, Au contraire, je pense que c'est maintenant qu'il y a des bonnes affaires parce que l'année a été assez compliquée. Il y a eu pas mal de refus à cause du HCSF. Et il y a beaucoup de biens là, qui reviennent à la vente avec des vendeurs qui, en partie, en ont très marre et qui commencent à vouloir vraiment vendre vite. Et je pense que justement, c'est maintenant qu'il y a de très, très bonnes affaires. Et peut-être que dans 6 mois, un an, tous ces vendeurs-là qui capitulent, ils auront tous été un peu plumés par les différents marchands de biens et que finalement, ça va pas tant. À pas tant baisser que ça. Donc, je suis pas fan de la stratégie d'attente personnellement.